Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres. Formation des gestes de premier secours à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et Italie, donc les Italiens se rendent donc aux urnes pour les élections législatives. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Une forte délégation de la Banque mondiale séjourne à Djibouti depuis hier et ce jusqu'au 20 mars prochain, composée donc de 7 responsables du dossier de Djibouti. Au sein de la Banque mondiale, la mission effectuera aux côtés des responsables de l'ANPI et des partenaires sectoriels une revue détaillée à mi-parcours du projet de gouvernance et de développement du secteur privé et financier. Les indicateurs de Doing Business, avec notamment le bilan des réformes engagées et en cours de réalisation, seront également au menu des différentes réunions de travail. Dans les détails, les thèmes qui seront abordés sont entre autres la promotion des investissements ainsi que les 10 indicateurs de base du rapport Doing Business. Des indicateurs qui constituent la matrice des réformes initiées par le gouvernement djiboutien dans le cadre de la promotion des investissements étrangers et locaux. Rappelons que le groupe de la Banque mondiale est le partenaire de référence de notre pays à travers le projet de gouvernance et de développement du secteur privé et financier. La cellule de la brigade des enquêtes et des directions de la sécurité publique mène une lutte implacable et quotidienne contre les vols d'objets de valeur et d'appareils électroniques. En effet, la cellule de la brigade des enquêtes et des délégations judiciaires de la direction de la sécurité publique a présenté ce matin à la presse un grand lot d'appareils téléphoniques, dont notamment 81 portables, 3 tablettes et 10 ordinateurs portables ainsi que 2 appareils photo numériques qui ont été retrouvés après arrestation des auteurs de vol. Et la dernière arrestation de ces auteurs de vol qui ont été donc présentés à la presse seront décerrés donc devant le parquet. Et autres objets de valeur dans la ville de Djibouti a attiré l'attention de la Direction générale de la police nationale qui a mis en place au sein de la BEDJ une unité chargée spécialement de la lutte contre ce genre de phénomène. Cette unité qui a été créée vers la fin du mois de janvier dernier, travaille dans le marché noir de la capitale et la banlieue de Balbala, où ils interpellent toute personne qui souhaiterait revendre des objets qui pouvaient être volés ou perdus par des citoyens djiboutiens. Depuis plus d'1 mois, nous menons des opérations dans la ville de Djibouti et tous les autres sites qui sont identifiés comme étant des points de revente et de recel privilégiés par ces malfrats. Nous avons saisi plus d'1 centaine de téléphones portables, une dizaine d'ordinateurs portables, des tablettes et des bijoux de valeur qui ont été restitués au fur et à mesure du temps aux propriétaires après avoir prouvé que ces matériels les appartenaient. Tout dernièrement, nos éléments ont interpellé 2 jeunes individus qui ont commis un vol. Selon ces derniers, ils auraient volé ce téléphone dans l'hôpital et ils souhaiteraient le revendre, comme d'ailleurs tout le monde le fait, dans le marché noir de la capitale. Les éléments de l'unité de lutte contre le marché noir de la BEDJ ont interpellé ces 2 jeunes individus. Ils seront déférés aujourd'hui au parquet. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la société djiboutienne et à toute personne qui aurait perdu des objets de valeur, des téléphones portables ou qui aurait été victime de vol, de se présenter au commissariat central pour vérifier et rechercher dans nos stocks si ces objets ont été saisis par nos éléments. Ils peuvent aussi déposer plainte auprès de nos services qui vont relayer l'information au sein des agents qui sont sur le terrain. En nouvelle nationale, toujours, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Hassan Roble Absiye, a lancé ce matin une formation relative aux gestes de premier secours dispensés par des prémédics canadiens en faveur des employés de la CNSS. Pour nous en dire plus, Samatar Saïd est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Eh bien effectivement Ahmed, en accueillant ces
prémédic, bénévole, le DG de la CNSS, a souligné que cette formation revêt une importance capitale puisqu'elle permet, avec des gestes simples, de sauver des vies. Des gestes simples, Ahmad, qui sont décisifs pour animer, par exemple, une personne victime d'un arrêt cardiaque, dont les premières minutes sont capitales quant à la survie de la victime. Au menu de cette formation, également le cas d'étouffement, les voies et moyens de pouvoir déloger une nourriture obstruant les voies respiratoires, aussi bien celle d'un enfant et d'une personne adulte. Ainsi, près de 200 employés de la CNSS bénéficient de cette formation. Par ailleurs, le personnel médical des urgences de la CNSS suivront compte eux une formation sur le technique d'inhalothérapie. Il s'agit des soins du système cardio-respiratoire à la veille de l'équilibre des fonctions pour des traitements. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdellah Mahyoub, a dirigé ce matin les travaux d'une réunion préparatoire du championnat scolaire sportif pour la saison 2017-2018. La rencontre s'est déroulée en présence de nombreux cadres et responsables du MENFOP, dont notamment le directeur général de l'enseignement, mais aussi de la directrice de l'enseignement public et enfin du chef de service du sport et de la culture. De nombreux chefs d'établissement de l'enseignement moyen et secondaire, ainsi que les coordinateurs d'EPS et les responsables de commissions sportives qui ont également pris part à cette réunion. Il faut dire que cette année, les activités sportives et culturelles devront démarrer le 9 mars prochain dans les différents sites de la capitale pour les disciplines comme le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le secrétaire général du MENFOP a exprimé ses sincères félicitations au nom du ministre de l'Éducation nationale pour le bon déroulement des sports scolaires durant la saison dernière. Il a mis l'accent sur la place et l'importance des sports dans la politique d'enseignement et d'éducation du MENFOP. Les jeunes trouvent leur épanouissement dans le sport qui développe donc leur esprit de compétition et développe ainsi leurs valeurs et culture citoyenne, a-t-il ajouté. Et comment améliorer tous les petits problèmes qui sont survenus l'année dernière et donner un calendrier précis pour que nous puissions démarrer dans les meilleures conditions le sport scolaire cette année. Tous les responsables de Djibouti-Ville étaient concernés et nous avons parlé de long en large quels sont les côtés améliorés pour l'organisation. Comme le calendrier précise que nous avons annoncé, le sport scolaire débutera vendredi et samedi. Toutes les disciplines seront concernées. La nouveauté cette année, c'est ce qu'il y aura minime cadets qui vont participer, c'est-à-dire que tous les enfants de chaque établissement seront. Direction Ali Sabié à présent. La ville d'Ali Sabié est considérée donc comme par certains comme étant la seconde ville de notre pays. Elle diffère des autres chefs-lieux par son agrandissement perpétuel. À l'instar de la capitale, de nouveaux quartiers donc apparaissent dans ses périphéries. Pour répondre à ce souhait fort des Assadjogo, des fils de la région, ont pensé créer une société de transport en commun. C'est pourquoi donc d'un endroit à l'autre d'Aska circulent des tuk-tuks ainsi qu'un mini-car ou une petite fourgonnette colorée en jaune. Et cela sonne comme la preuve de la naissance d'un transport en commun privé ou la satisfaction d'une véritable nécessité populaire qui s'apparente également comme une réelle opportunité de plus de création d'emplois. Il sillonne du matin au soir les principales artères de la ville. Il réclame à ses passagers la somme allant de 50 à 100 francs Djibouti selon la distance parcourue. Faisal Diama, propriétaire de la fabrique de craies et des stylos, ambitionne cette fois-ci de créer une société privée de transport en commun. Il l'a baptisée Société de transport et pour mettre en œuvre son ambition, il a mis en circulation un mini-car, une petite fourgonnette pour le transport des Assadjoug éloignés de leur lieu de travail. Avec l'accroissement démographique et les besoins populaires en tout genre qui en découlent, la ville d'Ali Sabié gagnera probablement donc en superficie, en conséquence pour accompagner le développement tout azimut. Un véritable plan d'urbanisation anticipant les nécessités populaires s'impose aux responsables régionaux. De son côté, le responsable de la société de transport, Faisal Diama, nous a expliqué donc l'objectif qui a poussé donc de mettre sur pied cette société de transport. Les Assadjoug déplorent, a-t-il dit, souvent le manque de transport dans la ville qui s'agrandit chaque jour. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de créer cette nouvelle société de transport de ce genre à l'intérieur de la ville qui répond, a-t-il dit, aux besoins de la population également comme une réelle opportunité de plus de création d'emplois. Et dans le dossier de cette édition, le magazine de la rédaction que nous allons vous présenter à présent nous emmène dans la belle ville d'Arta qui sera bientôt jumelée avec la ville de Harar en Éthiopie. Regardez, c'est un commentaire de Choukri Ali.
349 km séparent ces deux villes. Les deux villes ont beaucoup de similitudes. Toutes les deux, jonchées sur des montagnes, elles sont prisées pour leur doux climat mais également pour leur tourisme. Située à l'est de l'Éthiopie, la ville d'Harar est une ville millénaire. Depuis 2006, elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est cette même année-là que le rapprochement entre ces deux villes, d'Arta et d'Harar, commence donc. Et c'est en octobre 2017 qu'une délégation à la tête le gouverneur de la ville d'Harar, Mourad Abdul Hadi, a donc visité la ville d'Arta. Cette délégation a été accueillie par le préfet de la région d'Arta, Abdillahi Darar Okiye. Les deux hommes ont posé la première pierre du futur centre appelé Maison d'Harar sur une superficie de 5000 m². Ce centre est destiné pour la promotion de la culture de deux nations à travers le jumelage de deux villes. Un centre identique sera également construit dans la ville d'Harar. Ce centre servira également d'échange de culture. La ville d'Harar est l'une des rares cités éthiopiennes qui se soit développée à partir des traditions architecturales islamiques. Elle abrite également 110 mosquées. En même temps, elle conserve un brassage de différentes cultures éthiopiennes. Rappelons enfin que les deux villes sont connues pour leur climat agréable et leur attraction touristique. Et dans le second dossier de cette édition de la rédaction, donc, nous allons vous faire un coup de projection à l'unité de production Nasma de farine à Djibouti. C'est un commentaire de Fadous Hussein. Nasma est le nom de la farine produite à Djibouti depuis janvier 2013. Située au PK13, cette usine, la première du genre dans notre pays, produit plusieurs types de farine de bonne qualité. Il faut dire que cette usine a pu sortir du chômage une vingtaine de personnes qu'elle emploie en 2 temps ou en 2 shifts. Il faut également souligner que la fabrique de la farine Nasma a une capacité de production de 200 tonnes par jour. Cela signifie que l'usine peut satisfaire le besoin en farine de tout le marché djiboutien. Les perspectives pour l'avenir à court et moyen terme est d'exporter vers les pays limitrophes de la farine Made in Djibouti. D'autre part, il serait incomplet de ne pas évoquer la qualité et l'efficacité de production du matériel technique et des machines de l'usine Nasma. Il est donc primordial de privilégier la consommation de notre farine 100% Made in Djibouti. Chaque citoyen doit ainsi participer de manière effective au développement de notre pays à travers la création d'emplois tant souhaitée par le chef de l'État. Et page nécrologie, donc c'est l'actualité nationale, donc c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la nuit d'hier, du matin donc du directeur de l'hôpital Mohamed Ahmed Issa Chekho, de feu Dr Hussein Ahmed Guedid, né le 2 janvier 1969 à Djibouti, ancien médecin-chef du CMH de Dikil de 2006 à 2008. Le feu Dr Hussein Ahmed a suivi une formation d'anesthésiste et réanimateur de formation. Il fut nommé chef de service des urgences et de la réanimation à l'hôpital Chekho de Balbala en mars 2013, puis directeur technique en 2015 avant d'accéder au poste de directeur général de l'hôpital le 14 novembre 2016. Ses collègues et ses proches retiendront de lui le souvenir d'un homme courtois, consciencieux, humble, pieux et d'un médecin entièrement dévoué au service de la nation. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 4 enfants, puisse Allah Azza wa Jal lui ouvrir les portes de son paradis céleste. En apprenant ces douloureuses disparitions, le ministre de la Santé, Dr Jamail Maoukié, et l'ensemble du personnel du ministère, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, présentent leurs condoléances les plus attristées à l'épouse, aux enfants, à la famille et aux proches du défunt Dr Hussein Ahmed Guedid. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par ailleurs, suite à la disparition du défunt Diama Oudil survenu en Turquie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, l'ensemble des cadres du ministère, le ministre de la Santé, Dr Jamail Maoukié, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, présentent tous leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, qui fut un notable et un sage très connu et très respecté par l'ensemble de la communauté djiboutienne, tous prient le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir. Alors Samatar, les Italiens aux urnes, ils renouvellent aujourd'hui leur parlement, mais l'émergence Samatar d'une majorité claire est loin d'être acquise.
Eh bien, effectivement, c'est le jour J pour les quelques 46 millions d'électeurs italiens qui ont commencé à voter pour élire leurs députés et sénateurs. Si la cohésion de centre-droite qui réunit à 4 partis extrême droite comprises est donnée favorite, un tiers des sondes se disent indécis dans les dernières enquêtes. Beaucoup d'Italiens se disent aussi déçus par une campagne où les forces en présence ont rivalisé des promesses peu réalistes plutôt. Dans une Italie actuellement dominée par le centre-gauche, pas sûr que le Big Bang soit immédiat car une majorité solide serait difficile à obtenir en raison d'un système électoral complexe. Il faut réunir pour cela 40 Ahmed et 45% des sièges, ce qui nécessitera forcément des alliances. Et en Ukraine, Samatar, l'Ukraine parvient donc à surmonter sa pénurie de gaz après l'annonce de Moscou de couper les vannes. Eh bien, Ahmed, les pays auraient réussi à s'approvisionner en gaz européen. Après la rupture des contrats effectués par le gazier russe Gazprom, à la suite de sa défaite devant le tribunal arbitral face à l'Ukrainien Naftogaz, le géant russe Gazprom a commencé à dénoncer ses contrats d'approvisionnement avec Kiev. Samedi, les autorités ukrainiennes ont demandé aux écoles de fermer et aux entreprises de ralentir la cadence, mais la situation semble stabilisée. La Commission européenne s'est dite prête à jouer les médiateurs entre Kiev et Moscou pour tenter de résoudre cette crise énergétique. Les approvisionnements russes en direction de l'Europe et qui transitent par l'Ukraine ne seraient pour l'instant pas affectés par cette situation. Et enfin, Samatar Sport, pour clore cette édition, football notamment, l'arbitrage vidéo est autorisé, une assistance technologique sera utilisée lors du prochain mondial. Effectivement, Ahmed, l'arbitrage vidéo sera bien à la partie pour la Coupe du Monde de football, prévue cet été en Russie. L'assistance vidéo à l'arbitrage, autrement dit le VAR, est désormais autorisée pour toutes les compétitions, a annoncé l'IFAB, l'organe garant des règles du jeu. Hier, à Zurich, un coup de pouce technologique est déjà attesté dans plusieurs compétitions depuis 2016, qui sera officiellement introduite lors du mondial dès le mois de juin. Il sera utilisé pour la validation des buts, à l'attribution des cartons rouges, l'analyse d'une action qui peut valoir un penalty, mais aussi pour identifier correctement un joueur passible de sanctions. En France, le dispositif sera mis en place dès la saison prochaine en Ligue 1. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.